Nous allons voir que le moyen le plus simple pour calculer une intégrale est de trouver d'abord une primitive, lorsque cela est possible, bien sûr. Alors on commence par la définition de ce qu'est une primitive, puis nous verrons la liste des primitives des fonctions usuelles. Ensuite, on montre comment calculer une intégrale à partir d'une primitive. Et on termine avec les sommes de Riemann, qui sont des limites de somme obtenues à partir d'un calcul d'intégrale. Soit f de i dans R, une fonction définie sur un intervalle i quelconque. On dit que grand F est une primitive de f si tout d'abord grand F est une fonction dérivable et ensuite que grand F' de x est égal à f de x pour tout x dans l'intervalle. C'est-à-dire la dérivée de grand F est petit f. Voyons deux exemples. Notons f, la fonction qui à x associe x au carré. Ici, l'intervalle de définition est R tout entier. Alors, la fonction grand F définie par grand F de x est égal à x3 sur 3 est une primitive de petit f. En effet, lorsque l'on dérive grand F, on retrouve petit f. Notez que l'on aurait aussi pu prendre grand F de x est égal à x3 sur 3 plus 1 comme primitive de petit f. Soit maintenant g la fonction racine carrée, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, grand G de x, qui est défini par 2 tiers fois x à la puissance 3 demi, est une primitive de petit g, car encore une fois, lorsque l'on dérive grand G, on retombe sur petit g. Bien sûr, si l'on prend la fonction grand G plus c, où c est une constante, alors comme la dérivée d'une constante est nulle, lorsque l'on dérive, on retrouve petit g. Ainsi, grand G plus c est aussi une primitive de petit g. Nous allons voir que trouver une primitive permet de les trouver toutes. Soit petit f une fonction et soit grand F une primitive de petit f. Alors, toute primitive de petit f s'écrit grand G qui est sous la forme grand F plus C, où C est une constante réelle. La preuve n'est pas difficile. Remarquons d'abord que si l'on note grand G, la fonction définie par grand G de x est égale à f de x plus C, alors grand G' de x est égal à grand f' de x. Mais comme grand f' de x est égal à petit f de x, alors on a aussi que grand G' de x est égal à petit f de x. Et donc G est bien une primitive de f. Pour la réciproque, supposons que grand G soit une primitive quelconque de petit f. Alors grand G moins f' de x, c'est grand G' de x moins grand f' de x. Mais comme grand G et grand F sont des primitives de petit f, alors ces deux dérivées valent f de x. Et donc 0. Ainsi, la fonction grand G moins f a une dérivée nulle sur un intervalle, c'est donc une fonction constante. Il existe donc un réel C tel que grand G de x est égal à grand F de x plus C, ceci pour tout x dans l'intervalle. On notera une primitive de petit f par primitive de f de t dt. Cette notation est standard, mais elle prête un peu à confusion. Tout d'abord, on peut indifféremment noter cette primitive par primitive de f de x dx ou primitive de f de u du ou simplement primitive de f. Car les lettres t, x et u sont des variables muettes, c'est-à-dire interchangeables. Cette proposition nous dit que si grand F est une primitive de petit f, alors il existe un réel C tel que grand F est égal à la primitive de f de t dt plus la constante C. Voici une dernière mise en garde. Primitive de f de t dt désigne une fonction
de I dans R. Alors que l'intégrale de A à B de f de t dt désigne un nombre réel. Nous verrons dans très peu de temps que bien sûr primitive et intégrale sont étroitement liées. Par dérivation, on prouve facilement le résultat suivant. Soit grand F une primitive de F et grand G une primitive de G, alors grand F plus grand G est une primitive de F plus G. Et si maintenant lambda est un réel, alors lambda fois grand F est une primitive de lambda F. Une autre formulation est de dire que pour tout réel lambda et mu, on n'a que primitive de lambda F plus mu G est égale à lambda fois primitive de F plus mu fois primitive de G, qui bien sûr est à mettre en parallèle avec la linéarité de l'intégrale. Voici maintenant une liste de primitives de fonctions classiques. Primitive d'exponentielle x dx, c'est exponentielle x plus c. Primitive de cosinus x dx, c'est égal à sinus x plus c. Primitive de sinus x dx, c'est moins cosinus x plus c. Primitive de x puissance n dx, c'est égal à x à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus c, où n est ici un entier positif. Et plus généralement, si alpha est un réel différent de moins 1, alors primitive de x puissance alpha dx, c'est x puissance alpha plus 1 divisé par alpha plus 1 plus c. Le cas alpha est égal à moins 1 est fondamentalement différent et essentiel. Une primitive de 1 sur x dx est égale à log de valeur absolue de x. Ces formules sont à savoir par cœur, mais en fait elles découlent directement des formules de dérivation que vous connaissez déjà. Alors voici comment bien lire ce tableau. Si par exemple f est la fonction définie sur R, par f de x est égal à x puissance n. Alors la fonction qui a x associe x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 est une primitive de f sur R. Et les primitives de f sont les fonctions définies par, à x, on associe x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c, pour c une constante réelle quelconque. La constante est définie pour un intervalle. Si l'on a deux intervalles, il y a deux constantes qui peuvent être différentes. Par exemple, pour primitive de 1 sur x dx, nous avons deux domaines de validité, et donc une constante sur chacun des intervalles. On continue avec une primitive de shx qui est chx, et une primitive de cosinus hyperbolique qui est sinus hyperbolique. Ensuite, une primitive de 1 sur 1 plus x2 est arctangente x. Une primitive de 1 sur racine de 1 moins x2 peut s'écrire soit sous la forme arc sinus x ou bien sous la forme pi sur 2 moins arc cosinus x. Une primitive de 1 sur racine de x2 plus 1, on peut l'écrire sous la forme argument shx ou alors log de x plus racine de x2 plus 1. Pour une primitive de 1 sur racine de x2 moins 1, on peut l'écrire sous la forme argument chx ou alors log de x plus racine de x2 moins 1. Vous remarquez que l'on peut trouver des primitives aux allures très différentes, par exemple arc sinus x et pi sur 2 moins arc cosinus x. Ce sont deux primitives de la même fonction, 1 sur racine de 1 moins x2. Mais bien sûr, on sait que arc sinus de x plus arc cosinus x est égal à pi sur 2.
donc les primitives diffèrent bien d'une constante. Voici le théorème le plus important de cette séquence, le lien entre l'intégrale d'une fonction et ses primitives. Soit petit f une fonction continue. La fonction grand F définie par grand F de x est égale à l'intégrale de a à x de f de t dt est une primitive de petit f. C'est-à-dire que grand F est dérivable et grand F' de x est égal à petit f de x. Une fois que l'on a une primitive, on les a toutes. Donc une autre formulation de ce résultat est que si maintenant grand F est une primitive quelconque de petit f, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à grand F de b moins grand F de a. Alors on va noter crochet de grand F entre a et b pour la valeur grand F de b moins grand F de a. Donc l'intégrale de petit f entre a et b est le crochet de grand F entre a et b. On peut même être un peu plus précis. Grand F de x, qui est la fonction définie par l'intégrale de a à x de f de t dt, est même l'unique primitive de petit f qui s'annule en a. Enfin, une dernière formulation du théorème dit que grand F est une fonction, que si grand F est une fonction de classe C1, alors l'intégrale de a à b de grand F' de t dt est égale à grand F de b moins grand F de a. Cela exprime bien qu'intégrer une fonction est l'opération inverse de dériver. Le théorème précédent est un fantastique moyen de calculer des intégrales. Recalculons d'abord des intégrales déjà rencontrées. Pour f de x est égal à exponentielle x, une primitive est grand F égale à exponentielle x. Et donc, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x dx est le crochet d'exponentielle x pris entre 0 et 1, c'est-à-dire exponentielle 1 moins exponentielle 0, ce qui donne e moins 1. Pour g de x, qui est égal à x au carré, une primitive est grand G de x est égal à x3 sur 3. Et donc l'intégrale de 0 à 1 de x2 dx, c'est le crochet de x3 sur 3 évalué entre 0 et 1, ce qui donne 1 tiers moins 0, donc 1 tiers. Continuons avec de nouveaux exemples. Une primitive de cosinus t est sinus t. Donc l'intégrale de a à x de cosinus t dt est le crochet de sinus t évalué entre t est égal à a et t est égal à x, c'est-à-dire sinus x moins sinus a. Enfin, je vous laisse vérifier que si une fonction f est impaire, alors ses primitives sont des fonctions paires. Et que l'on a en plus que l'intégrale de moins a à plus a de f de t dt qui est nulle. Terminons avec la formule des sommes de Riemann. Nous avons défini l'intégrale comme étant une limite de somme. Rappelez-vous les aires de rectangle avec des bases de plus en plus petites. Mais maintenant que nous savons calculer des intégrales à l'aide des primitives, on peut faire le cheminement inverse, calculer des limites de somme à partir d'intégrales. Dans cette formule, on part d'une fonction f définie sur un intervalle AB et on l'évalue en n points répartis régulièrement, les a plus k facteurs de b moins a sur n. Alors le résultat dit que la somme Sn, qui est b moins a sur n fois la somme pour k variant de 1 à n de f de a plus k facteur de b moins a sur n, tend lorsque n vers plus l'infini, vers l'intégrale de a à b de f de x dx. On applique cette formule lorsque l'on sait calculer l'intégrale et que l'on cherche à connaître la limite de somme.
Le cas le plus courant, c'est pour a égale à 0, b égale à 1, et alors b moins a sur n est égal à 1 sur n. Et f de a plus k facteur de b moins a sur n est juste f de k sur n. La somme Sn est alors 1 sur n fois la somme pour k variant de 1 à n des f de k sur n, et tend vers l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Voyons les sommes de Riemann en action. On souhaite calculer la limite de la somme Sn, qui est la somme pour k variant de 1 jusqu'à n, des 1 sur n plus k. Tout d'abord, calculons les premiers termes. S1, c'est égal à 1 demi. S2, c'est 1 tiers plus 1 quart. S3, c'est 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième. Et S4, etc. Il n'est pas du tout évident de deviner la limite. Mais réécrivons cette somme sous la forme Sn est égal à 1 sur n fois la somme de 1 sur 1 plus k sur n. Cela ressemble furieusement à une somme de Riemann. Et en effet, en posant f de x est égal à 1 sur 1 plus x, a égale à 0, b est égal à 1, on reconnaît que Sn est une somme de Riemann. Sn s'écrit bien 1 sur n fois la somme de k variant de 1 jusqu'à n de f de k sur n. Et donc lorsque n tend vers plus l'infini, Sn tend vers l'intégrale de a à b de f de x dx. Il ne reste plus qu'à calculer l'intégrale. Alors ici, l'intégrale de a à b de f de x dx est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx. Une primitive de 1 sur 1 plus x est log de valeur absolue de 1 plus x, donc l'intégrale vaut le crochet de log de valeur absolue de 1 plus x entre 0 et 1, c'est-à-dire log de 2 moins log de 1, et donc qui est égal à log de 2. Ainsi, lorsque n tend vers plus l'infini, notre somme Sn tend vers log de 2. Voici une série de petits exercices pour vérifier si vous avez assimilé le cours.